Bonjour à tous, nous sommes Paula et Maria. Vous écoutez Conversation sous l'étoile. Dans ce podcast, nous parlerons des curiosités de l'art français. Aujourd'hui, nous profiterons de cette date, le 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, pour parler de deux femmes importantes dans l'histoire de l'art français. En premier lieu, je vais parler du tableau Marie-Antoinette dit à la Rose. Ce tableau est une peinture à l'huile sur toile de style rococo. Celui-ci est maintenant dans la collection du château de Versailles, mais il a été peint en 1783 par Marie-Louise Elisabeth Vigée-Lebrun. Marie-Louise Elisabeth Vigée-Lebrun était le peintre français le plus célèbre et le plus recherché de son époque. Elle est née à Paris le 16 avril 1755. Son père était peintre de portraits d'un certain renommée et sa mère était coiffeuse. À l'âge de 19 ans, elle est admise à l'Académie de Saint-Luc. Peu après, elle a commencé à recevoir des commandes de portraits et elle s'est établie comme artiste professionnelle. En 1780, elle a devenu la portraitiste officielle de Marie-Antoinette. Marie-Antoinette était reine consort de France de 1774 à 1792. Elle a été très controversée et a reçu des critiques pendant son temps à la cour de France pour son style de vie extravagant et son ignorance des problèmes économiques et sociaux de la population de l'époque. Elles avaient le même âge et elles sont devenues amies. Grâce à cela, l'artiste a gagné en popularité parmi la noblesse et les hautes sociétés françaises. En 1788, Marie-Antoinette lui commande de peindre un portrait d'elle pour l'exposer dans un salon. Le peintre a représenté la reine avec une chemise, qui était un vêtement plus luxueux pour les hautes sociétés. Les visiteurs du salon ont été surpris et ont pensé qu'il n'était pas approprié de représenter une reine de cette façon. Ce portrait a été retiré du salon et Vigée-Lebrun a dû peindre un nouveau portrait, dans lequel apparaissait Marie-Antoinette avec la même pose, mais cette fois avec une robe classique en soie bleue et des luxueux bijoux en perles. Des vêtements qui étaient plus appropriés pour une reine. Le premier de ces portraits a été perdu, mais plus tard, l'artiste a fait 5 autres versions avec des variations dans les vêtements. Après avoir peint ce tableau et avec le début de la Révolution française, l'artiste a dû quitter la France. Elle a vécu dans d'autres pays comme l'Italie, l'Autriche et la Russie. Finalement, elle est morte en France en 1842. Certaines des réalisations de Marie-Louise Elisabeth Vigée-Lebrun étaient être la peintre la plus réussie de son temps, être la première femme acceptée à l'Académie royale de peinture et de sculpture de France, avoir peint plus de 900 tableaux, dont 30 portraits de Marie-Antoinette, et de défendre les droits des femmes dans le domaine de l'art. En définitive, elle a peint des œuvres d'art qui ont été exposées dans des musées du monde entier. Elle a été l'une des premières femmes à réussir en tant qu'artiste indépendante et elle est considérée comme l'une des grandes artistes du XVIIIe siècle et comme un exemple de succès pour les femmes artistes. D'autre part, nous devons mentionner Rosa Bonheur, qui a été la première femme et être reconnue internationalement dans l'histoire de l'art. Pour parler d'elle, nous devons remonter à 1822, quand elle est née. Rosa Bonheur a grandi dans la France rurale, où tout le monde lui disait qu'elle était un garçon comme les autres. Cette réputation peut être en raison de son habitude de fumer des cigares et ses cheveux courts. Malgré ses habitudes et son orientation sexuelle, cette peintre n'a pas été discriminée dans le monde de l'art français. Sa famille la soutenait en ce qui concerne leur orientation sexuelle et elle a maintenu une relation de 40 ans avec le peintre Nathalie Mika. Cela ne signifie pas que sa vie était facile, puis elle devait solliciter un justificatif du déguisement de la police
pour porter des pantalons et d'entrer dans les expositions de bétail pour pouvoir peindre. Et il l'appelle permission de travestissement et élevé les rénover chaque 6 mois. Aujourd'hui, nous parlerons d'une œuvre très importante pour l'artiste qui se trouve dans le musée du Prado, à Madrid. Celle-ci, une œuvre animalière faite comme huile sur toile en 1879. Le tableau montre l'un des lions avec qui l'artiste a vécu et son favori, Nero. La première chose à laquelle on pense quand on voit l'animal, c'est l'hyperréalisme qu'il comporte. Puis on peut observer tous les détails de la pièce et la délicatesse utilisée par l'artiste pour tracer chaque cheveu. Toutefois, si on s'arrête pour voir l'œuvre quelques secondes, on se rendra compte que le visage du lion cache un sentiment de sérieux. Il a du corps et il existe l'interprétation de que ce corps est le moteur de l'artiste. Si on voit le tableau comme un autoportrait, on doit penser immédiatement aux animaux associés aux hommes et aux femmes dans toute l'histoire de l'art. Le lion était le signe de virilité et du pouvoir, tandis que le chien est associé à la femme pour être soumis et obéissant. Cette représentation du lion peut être vue comme un acte de rébellion et positionnant la femme au lieu des hommes, et en interprétant que ce lion et ce pouvoir est appartenant à une femme, car toutes les femmes ont le même pouvoir qu'un lion, le même pouvoir qu'un homme. Et avec cette réflexion, nous pouvons conclure l'épisode de ce jour. Rappelez-vous que nous sommes tous héros, valides et parfaits, quel que soit notre sexe ou notre identité. Nous devons lutter pour l'égalité. Et c'est tout pour cette semaine. Nous espérons que vous avez aimé notre podcast. Si vous avez une opinion sur ce que nous avons dit, n'hésitez pas à écrire un commentaire. Nous reviendrons la semaine prochaine avec un nouveau podcast sur l'art français. Au revoir!